Je ne soupçonnais rien. Je n'ai pas vérifié son téléphone. Je ne l'ai pas suivi. C'est le restaurant qui m'a appelé par erreur. Et c'est comme ça que j'ai découvert à qui elle prétendait être mariée. Avant que l'histoire n'aille plus loin, si vous appréciez les récits calmes, réalistes, sur la dignité, les limites et les conséquences discrètes, abonnez-vous maintenant. Ces histoires ne crient pas, elles restent en vous. L'appel est arrivé un mardi soir. Le genre de soirée qui ressemble plus à une pause dans la semaine qu'à un début ou une fin. Ma femme m'a dit qu'elle rentrerait tard. Un dîner professionnel, m'a-t-elle expliqué, en levant les yeux au ciel comme on le fait quand on veut avoir l'air las de sa propre vie. Je l'ai cru parce que je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Nous étions mariés depuis 12 ans, nous avions traversé pire que des dîners tardifs. J'ai réchauffé des restes, nourri le chien, et j'ai laissé la maison s'installer dans son silence nocturne habituel. Mon téléphone a vibré alors que je rinçais une assiette. Un numéro connu. J'ai failli ne pas répondre. J'ai décroché parce que je décroche toujours. Cette habitude, plus que la méfiance, a tout changé. Bonsoir. Une voix féminine polie. Je vous appelle du restaurant pour confirmer la réservation de demain pour monsieur et madame Dubois à 19h30. Dubois, mon nom de famille. J'ai souri machinalement, comme on le fait quand quelque chose semble normal. Je crois que vous vous trompez de numéro, ai-je dit. Je n'ai pas fait de réservation. Il y a eu un silence, un froissement de papier, le bourdonnement discret d'une salle de restaurant derrière sa voix. Ce numéro est indiqué pour la réservation, a-t-elle repris prudemment. Elle a été faite au nom de Monsieur Dubois. Je suis Monsieur Dubois, ai-je répondu, et je n'ai rien réservé. Nouveau silence. Plus long cette fois. Un instant, monsieur. La ligne s'est tue. Je suis resté là, les yeux fixés sur l'évier, les mains encore autour d'un verre. L'eau qui coulait trop longtemps. Quand elle est revenue, sa voix était plus formelle, plus prudente. Je vous présente mes excuses pour la confusion, a-t-elle dit. La réservation a été faite par une femme qui s'est présentée comme votre épouse. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas exactement de la douleur, une pression. Ma femme n'a pas fait de réservation, ai-je dit. Elle a un dîner professionnel demain. Silence encore. Puis doucement, elle a ajouté « Elle nous a précisé qu'il s'agissait d'un dîner d'anniversaire de mariage. » J'ai coupé l'eau. La cuisine m'a soudain paru trop lumineuse, trop propre. A-t-elle mentionné le nom du monsieur avec qui elle dînera ? Ai-je demandé. Un souffle prudent à l'autre bout du fil. Elle l'a présenté comme son mari. C'est à cet instant que tout a basculé. Pas de colère, pas de choc, juste une clarté soudaine et tranchante, comme quand on sort dans l'air froid dont on ne savait pas qu'on avait besoin. Je l'ai remercié. Je ne me souviens pas des mots exacts, seulement qu'ils étaient polis. Quand l'appel s'est terminé, la maison ne m'a plus semblé m'appartenir. Elle paraissait mise en scène, comme un décor dans lequel j'avais vécu sans remarquer les caméras. Je me suis assis et j'ai essayé de repasser les derniers mois, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Les nouvelles robes, la manière dont elle prononçait certains noms avec trop de désinvolture, les dîners qui étaient juste du réseau professionnel, rien ne criait la trahison. Tout murmurait quelque chose de plus discret que j'avais ignoré parce que l'ignorer rendait la vie plus simple. Quand elle est rentrée, plus tard ce soir-là, elle m'a embrassé sur la joue et a parlé des intrigues de bureau. J'ai écouté, j'ai hoché la tête, je n'ai posé aucune question. Je l'ai observée, la façon dont elle traversait la pièce comme une invitée, la façon dont elle évitait mon regard quand elle mentionnait le lendemain. Je suis allé me coucher avant elle et j'ai fixé le plafond, en pensant à ce mot, anniversaire, en pensant à quel point elle avait facilement donné mon nom à quelqu'un d'autre, en pensant à la manière dont la vérité était arrivée, calme, sans drame, sans prévenir. Je n'ai pas beaucoup dormi. Au matin, je n'étais pas en colère, j'étais décidé, je ne l'ai pas confronté le lendemain matin. Ça m'a surpris plus que tout. L'ancien moi aurait exigé des explications, aurait haussé le ton, aurait essayé d'arracher la vérité de force. Cette fois, j'ai fait du café. J'ai demandé si elle voulait des œufs, j'ai écouté pendant qu'elle parlait de son emploi du temps, de combien la semaine serait chargée. Elle a reparlé du dîner nonchalamment, comme on jette un ticket de caisse sans le lire. Je l'ai regardée se préparer, pas de façon méfiante mais clinique. J'ai remarqué avec quel soin elle choisissait ses vêtements, combien de temps elle passait devant le miroir à ajuster des détails dont personne à un dîner professionnel ne se soucierait. J'ai remarqué son sourire à son reflet, puis la façon dont elle l'effaçait avant de se tourner vers moi.
Quand elle est partie, elle m'a encore embrassé sur la joue. Son parfum est resté plus longtemps que d'habitude. J'ai ouvert une fenêtre après son départ. Toute la journée, j'ai pensé au restaurant, à cette femme au téléphone qui ignorait qu'elle venait de pénétrer au cœur du mariage de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à la facilité avec laquelle mon nom avait été réutilisé, à la naturelle avec laquelle elle l'avait porté comme un déguisement. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était un remplacement. Et cette distinction comptait. Je n'ai pas annulé la réservation, je n'ai pas rappelé pour poser des questions. J'ai fait quelque chose de plus discret. Je suis allé sur le site du restaurant et j'ai regardé le plan de la salle. J'ai étudié les photos de la salle à manger comme un homme qui prépare un mouvement, pas une confrontation. J'ai vu où se trouvait le comptoir d'accueil, l'espacement entre les tables, l'éclairage. J'ai compris immédiatement pourquoi elle avait choisi cet endroit. C'était intime mais public, sûr mais impressionnant. Un lieu où les gens jouent dans les versions d'eux-mêmes qu'ils veulent qu'on retienne. Ce soir-là, elle m'a envoyé un message plus tôt que d'habitude. En retard, affaire client. J'ai répondu par un seul mot. OK. Je suis arrivé au restaurant 20 minutes avant l'heure de la réservation. Je ne me suis pas habillé de façon théâtrale. Pas de costume, pas de déguisement. J'ai mis ce que je porte quand je veux être pris au sérieux sans me faire remarquer. L'hôtesse a reconnu mon nom avant même que je le dise. Ça en était presque comique. Le pouvoir de la constance. Oui, monsieur Dubois, a-t-elle dit. Votre table sera prête dans un instant. J'ai hoché la tête et je me suis écarté. Debout près du bar, d'où je voyais parfaitement l'entrée, j'ai commandé de l'eau. Je n'y ai pas touché. Ils sont arrivés ensemble. Ce fut le premier vrai coup. Pas parce qu'elle était avec un autre homme, mais à cause de l'aisance avec laquelle elle marchait à ses côtés. Il se penchait vers elle quand il parlait. Elle riait de tout son visage. Pas le sourire poli qu'elle m'offrait ces derniers temps. Quelque chose de plus chaleureux, de plus travaillé. Il a posé la main au creux de ses reins en approchant du comptoir. Pas possessif, familier. L'hôtesse a souri largement. Bonsoir, monsieur et madame Dubois, a-t-elle dit. Ma femme ne l'a pas corrigé. Ce silence m'a dit plus que n'importe quelle confession. Ils ont été installés, table aux chandelles, vin servi. J'ai regardé de loin, une distance qui semblait à la fois trop proche et irréelle. J'ai vu son hochement de tête quand il parlait. J'ai vu comment elle tenait son verre. J'ai vu qu'elle jouait un rôle qu'elle avait répété sans moi. J'ai attendu qu'il soit installé, que les menus soient ouverts, que le moment ne puisse plus être défait sans conséquence. Puis je me suis approché. Je ne me suis pas arrêté à leur table. Je me suis arrêté juste assez près pour qu'elle me voie du coin de l'œil. Elle s'est tournée au milieu d'une phrase. La couleur a quitté son visage si vite que c'en était presque impressionnant. Son sourire s'est effondré comme un bâtiment qui perd le courant. « Salut !» ai-je dit calmement. « J'espère que je ne dérange pas. » L'homme a paru confus. Curieux, il s'est levé à moitié, incertain du scénario. « Y a-t-il un problème ?» Je l'ai regardé, puis je suis revenu à elle. « En beau, non, » ai-je répondu. Je voulais juste rencontrer l'homme que ma femme présente comme son mari. Le mot « femme » est resté suspendu dans l'air plus longtemps que tout le reste. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a essayé encore. Rien n'est sorti. J'ai hoché la tête poliment vers lui. « Bon appétit » ai-je dit. Le restaurant est très agréable pour les anniversaires. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà tout vu. Je suis sorti du restaurant sans me presser, sans triomphalisme, sans serrer de main ni élever la voix. La porte s'est refermée derrière moi, avec la douceur définitive d'une décision déjà prise. Dehors, l'air était plus vif, plus propre. Je suis resté sur le trottoir un peu plus longtemps que nécessaire. Pas parce que j'étais perdu, mais parce que je voulais me souvenir à quel point je me sentais calme. Pas engourdi, lucide. Je ne suis pas rentré directement à la maison. J'ai roulé. Sans destination, juste du mouvement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon téléphone est resté face contre le siège passager, silencieux pendant presque 15 minutes. Puis un appel manqué. Un autre, ensuite, un SMS. Je ne l'ai pas lu. Je connaissais déjà le ton. D'abord la confusion, puis la peur, puis la tentative de reprendre le contrôle du récit. Quand j'ai enfin jeté un œil à l'écran à un feu rouge, il y avait 6 appels manqués. Le dernier message était court. « Il faut qu'on parle. S'il te plaît, rentre. » Je suis arrivé après minuit. Les lumières étaient allumées. Elle était assise à la table de la cuisine, comme on s'assoit quand on attend un jugement. Mains jointes, posture repliée. Elle a levé les yeux quand je suis entré.
Le soulagement et la panique se sont heurtés sur son visage. Je peux expliquer, a-t-elle dit immédiatement. J'ai posé mes clés lentement. J'ai enlevé ma veste. Je me suis assis en face d'elle. J'en suis sûr, ai-je répondu. Mais je ne suis pas intéressé. Ça l'a déstabilisée plus que n'importe quelle colère. Elle a scruté mon visage à la recherche d'un indice, d'une faille, de n'importe quoi sur quoi appuyer. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle repris. Ça a commencé comme du travail. C'est un client. Je n'avais pas prévu que... Tu as utilisé mon nom, ai-je dit doucement. Elle s'est figée. Pas de déni, pas de défense, juste figée. Tu n'as pas oublié, ai-je continué. Tu n'as pas paniqué, tu l'as choisi. Tu as choisi d'être marié à quelqu'un d'autre pour une soirée. Ses yeux se sont remplis, mais les larmes sont arrivées en retard, comme une pensée après coup. Je me sentais invisible, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête une fois. Tu ne m'as pas blessé, ai-je dit. Tu m'as remplacé. Ça a atterri différemment. Elle a porté la main à sa bouche. Je ne sais pas comment c'est arrivé, a-t-elle chuchoté. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu. Tu sais exactement comment c'est arrivé. Tu ne pensais simplement pas que je le verrais un jour. Il n'y a eu ni cri, ni liste de reproches, ni confession théâtrale. Juste l'effondrement lent d'une histoire qu'elle se racontait à elle-même. Elle a demandé si on pouvait réparer. Si une thérapie pourrait aider, si je l'aimais encore. Je lui ai dit la vérité. L'amour n'est pas le problème. Le respect l'est, et tu as donné le mien. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Le matin, j'ai fait ma valise. Pas en cachette, pas avec colère. Elle m'a regardé depuis l'encadrement de la porte, stupéfaite par l'absence de chaos. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. Je lui ai répondu que j'étais déjà parti. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes que je ne l'aurais cru. Pas de drame spectaculaire. Les amis ont remarqué mon absence avant d'entendre l'explication. Au travail, on m'a dit que je semblais plus concentré. J'ai laissé la maison à son nom, non par générosité, mais par indifférence. Je ne voulais rien qui porte encore sa version de notre vie. Le restaurant a rappelé 2 jours plus tard. La même femme. Elle s'est excusée pour le désagrément et m'a dit qu'ils avaient supprimé la mention anniversaire dans leur système de réservation. Je l'ai remerciée et lui ai dit que ce ne serait plus nécessaire. La vérité, c'est que la partie la plus difficile n'a pas été la trahison. C'était de réaliser à quel point j'avais été effacé de mon propre mariage sans un seul affrontement, à quel point ça s'était fait en silence, proprement, et à quel point j'avais pu partir calmement une fois que je l'avais enfin vu. Les semaines après mon départ se sont écoulées sans le genre de drame qu'on attend d'une fin. Pas de virée nocturne en voiture, pas de message émotionnel qui change quoi que ce soit, pas de révélation soudaine qui me ramène en arrière. Il n'y avait que de la distance, et dans cette distance, une étrange sensation d'ordre. Ma vie est devenue plus silencieuse, mais aussi plus claire. Elle a essayé de me contacter au début, pas sans cesse, prudemment, comme si elle croyait que la modération rendrait les dégâts plus petits. Elle a demandé si on pouvait se voir, parler sans pression. J'ai refusé, non parce que je la haïssais, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'avais ignoré pendant des années. Certaines conversations n'apportent pas de clarté. Elles retardent seulement l'acceptation. Quand nous avons reparlé des semaines plus tard, c'était pour des questions pratiques. Papier, compte, délai. Sa voix était différente, pas plus douce, plus petite. Elle ne parlait plus comme quelqu'un qui est certain de sa place dans le monde. J'ai compris alors que ce qu'elle avait perdu cette nuit-là n'était pas seulement un mariage, c'était un rôle, la certitude d'être le centre incontesté de quelqu'un. Les gens l'ont remarqué. Des amis communs ont posé des questions neutres. J'ai répondu brièvement. Il n'y avait aucune raison de transformer ma dignité privée en spectacle public. Je n'avais pas besoin de compassion. J'avais besoin de paix. J'ai entendu par quelqu'un d'autre que l'homme du restaurant n'est pas resté. Il n'avait pas signé pour les conséquences. Il aimait l'illusion, pas la réalité. Quand elle n'a plus eu de nom de mari à emprunter, l'histoire a perdu son attrait. C'était l'ironie la plus discrète de toutes. Un soir, des mois plus tard, je suis passé devant ce même restaurant par hasard. Les lumières étaient chaudes, les vitres légèrement embuées de l'intérieur. Je n'ai ressenti ni colère, ni regret. J'ai ressenti de la distance. Pas celle qui fait mal, celle qui est propre, comme se tenir sur la rive après avoir survécu à une tempête et réaliser que l'eau ne vous atteint plus. J'ai appris quelque chose de tout ça. La trahison n'arrive pas toujours bruyamment. Parfois, elle arrive poliment, déguisée en invitation de calendrier ou en réservation de table. Parfois, elle ne vous détruit pas. Elle vous révèle. Elle vous montre où vous vous étiez rapetissé
pour que quelqu'un d'autre reste à l'aise. Je n'ai rien gagné cette nuit-là. Je ne l'ai pas humiliée. Je ne l'ai pas exposée publiquement. J'ai simplement quitté un rôle qu'elle avait déjà réattribué. Et en faisant cela, j'ai gardé la seule chose qui comptait vraiment, mon respect de moi-même. S'il y a une leçon ici, c'est celle-ci. Faites attention à la façon dont les gens utilisent votre nom quand vous n'êtes pas dans la pièce. Faites attention aux versions d'eux-mêmes qu'ils jouent quand ils pensent que vous ne regardez pas. Et comprenez que partir en silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la clarté. Si cette histoire vous a touché, si vous appréciez les récits sur les limites, la dignité et la force tranquille, pensez à vous abonner. Ce ne sont pas des histoires de vengeance. Ce sont des histoires sur savoir quand partir et le faire avant de se perdre soi-même.